Le froid de décembre à Lyon était mordant, de ceux qui font mal aux os et embêtent les fenêtres à cause de la chaleur du chauffage. À 67 ans, moi, Claire Dubois, ajustais pour la 10e fois la nappe brodée qui avait appartenu à ma mère. Mon appartement de 2 chambres dans le 3e arrondissement n'était pas luxueux, mais il avait la chaleur de quelqu'un qui y avait vécu pendant plus de 3 décennies. « Maman, tu as besoin d'aide ?» Marie apparut à l'entrée de la cuisine, tenant un plat de gratin dauphinois. Ma fille de 39 ans avait des traits délicats qui me rappelaient ma jeunesse, mais portait dans ses yeux une tension que je connaissais bien. « Non, ma chérie, tout est sous contrôle, » répondis-je, bien que mes mains tremblent en arrangeant les couverts en argent qui ne sortaient que pour les occasions spéciales. L'arôme du foie gras se répandait dans le salon, se mêlant à l'odeur des bougies à la vanille que j'avais allumées pour créer cette atmosphère de Noël parfaite que j'avais tant planifiée. La table était impeccable quand Julien arriva enfin, secouant la neige de son manteau noir dans le hall d'entrée. Mon gendre de 42 ans avait une silhouette athlétique et une manière d'occuper l'espace qui m'avait toujours un peu dérangée, comme si le monde lui devait quelque chose. « Bonsoir, belle-mère », dit-il, me donnant un baiser protocolaire sur la joue, avant de se diriger directement vers Marie. Je les observais chuchoter quelque chose dans la cuisine, pendant que j'allumais les dernières pare-bougies. Dehors, les flocons de neige continuaient de tomber, créant un manteau blanc sur les rues pavées du quartier. Les lumières dorées des appartements voisins clignotaient à travers les rideaux, et je pouvais entendre le murmure lointain d'autres familles, en fête. Un instant, je sentis une pointe de solitude. C'était le 3e Noël, sans Henri, mon mari, et son absence résonnait encore dans chaque recoin de la maison. Mais ce soir serait différent. Ce soir, je voulais que tout soit parfait pour ma petite famille. Nous servimes le dîner à 8 heures précises, comme toujours. Le vin Côte-du-Rhône, que j'avais choisi spécialement pour l'occasion, brillait dans les verres en cristal, reflétant la lumière dorée des bougies. Marie semblait nerveuse, jouant avec sa serviette, tandis que Julien découpait la dinde avec des mouvements précis et calculés. « La viande est parfaite, maman », dit ma fille, essayant de briser le silence qui s'était installé. Je souris, satisfaite. J'avais passé des heures à préparer chaque détail de ce repas. « Julien, voulez-vous plus de sauce ?» demandai-je, tendant la saucière vers lui. Il me regarda avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer entièrement. « Merci, Claire. Vous mettez toujours tant d'efforts pour ces occasions. » Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui me dérangea, mais je décidai d'ignorer. Peut-être était-ce juste la fatigue du travail ou le stress des fêtes de fin d'année. Dehors, le vent agitait les arbres nus de la cour. Ce fut lorsque je mentionnai les projets pour le nouvel an que tout dérapa. « J'ai pensé que nous pourrions tous aller à Annecy, comme nous le faisions du vivant d'Henri, » suggérai-je, remplissant à nouveau le verre de Julien. « Nous pourrions louer cette petite maison près du lac que vous avez tant aimée. » Marie et Julien échangèrent un regard qui me fit me sentir comme une intruse dans ma propre maison. « Maman, nous en avons déjà parlé ?» dit Marie, la voix basse et hésitante. Julien et moi préférons passer le réveillon seuls cette année. Je sentis comme si on m'avait jeté de l'eau froide. Mais nous le passons toujours ensemble. C'est une tradition familiale. Julien posa sa fourchette avec une force inutile sur l'assiette. « Claire, avec tout le respect que je vous dois, toutes les traditions n'ont pas besoin d'être maintenues éternellement. Les gens changent, les besoins changent. » Sa voix avait un ton d'irritation mal dissimulé qui me fit ravaler ma salive. L'ambiance dans le salon avait complètement changé. « Julien, c'est ma mère !» intervint Marie. Mais sa voix sonnait plus comme une excuse que comme une défense. « Et je le respecte, Marie. Mais parfois j'ai l'impression que je ne peux pas prendre une décision sans devoir passer au crible de votre mère d'abord. » Les mots de Julien coupèrent l'air comme des lames affûtées. Je sentis mon visage chauffer. « Pardon ?
De quoi parlez-vous ? demandai-je, essayant de garder mon calme. Vous savez très bien de quoi je parle, Claire. Toujours à donner votre avis sur notre vie, sur l'endroit où nous devrions vivre, comment nous devrions dépenser notre argent. Je me levai de ma chaise, les mains tremblantes d'indignation. Je n'ai jamais interféré dans vos vies. Tout ce que je fais, c'est par amour pour ma fille. Amour ? Julien laissa échapper un rire amer. Ce n'est pas de l'amour, Claire, c'est du contrôle. Et ce fut à ce moment-là, alors que je m'approchais de lui pour essayer d'expliquer, que l'impensable se produisit. Sa main se leva en l'air et se dirigea vers mon visage, avec une force qui me déséquilibra. Le claquement résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre, faisant taire même le tintement des couverts. Mon visage me brûlait, et un instant, je crus que j'allais m'évanouir. Marie laissa échapper un cri étouffé, portant sa main à sa bouche. Julien resta immobile, regardant sa propre main comme si elle ne lui appartenait pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Seulement le son de l'horloge ancienne dans le couloir et ma respiration haletante. Je touchai mon visage, sentant la peau chaude, là où sa main avait rencontré ma joue. Des larmes commencèrent à monter à mes yeux, non seulement à cause de la douleur physique, mais de l'humiliation profonde que je ressentais. « Julien !» Marie retrouva enfin sa voix, mais elle semblait lointaine, comme venant de très loin. Il était toujours immobile, les yeux écarquillés, comme s'il se réveillait d'un cauchemar. « Je n'ai pas... » balbutia-t-il, mais les mots ne sortirent à pas. Je marchai lentement jusqu'à ma chambre, chaque pas résonnant dans le couloir, laissant derrière moi le dîner gâché et le Noël que je n'oublierai jamais. Les jours qui suivirent furent un brouillard de silence et de regards évités. Marie appela le lendemain matin, la voix nouée. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne sais pas quoi dire. » Je tenais le téléphone de main, qui tremblait encore, regardant par la fenêtre de la cuisine, la cour couverte de neige. « Tu n'as rien à dire, ma chérie. Ce n'était pas ta faute. » Mais nous savions toutes les deux que quelque chose s'était irrémédiablement brisé à cette table de Noël. Les jours suivants, j'évitais de sortir de l'appartement. Quand je devais aller à la boulangerie du coin pour acheter du pain, je sentais les regards des voisins sur moi. Madame Rousseau, du 2e étage, me salua d'un hochement de tête hésitant, et je me demandais si Marie avait raconté l'incident à quelqu'un. Les matins s'étiraient, longs et vides. Je restais dans le fauteuil du salon, regardant la neige tomber à travers les fenêtres embuées, pensant à la façon dont tout s'était effondré si rapidement. La marque violette sur ma joue avait disparu, mais la cicatrice émotionnelle restait vive. Julien tenta de m'appeler 3 fois la première semaine, mais je ne répondis pas. Quels mots aurait-il pu utiliser pour défaire ce qu'il avait fait ? Marie vint 2 fois, apportant des croissants de mon café préféré et des fleurs du marché. Mais nos conversations étaient tendues et remplies de silence gênant. « Il se sent terrible, maman », dit-elle un après-midi, tripotant nerveusement la bandoulière de son sac. « Il n'arrive même plus à se regarder dans un miroir. » J'eus presque pitié de lui. Presque. « Et comment crois-tu que je me sens, Marie ?» demandai-je, servant du thé dans des tasses que nous utilisions rarement. « Je me sens humiliée, trahie. » Elle baissa les yeux. « Il veut vous parler. » « Expliquez... » « Expliquez quoi ? Qu'il a perdu le contrôle ? Qu'il me voit comme une vieille femme intrusive qui mérite d'être remise à sa place ? » Marie resta silencieuse, et le bruit de la pluie frappant contre les fenêtres remplit l'espace entre nous. Quand elle partit cet après-midi-là, je savais que quelque chose devait être résolu. Ce fut alors que je pris une décision qui mûrissait depuis des jours. Il y avait un secret que je gardais depuis presque 5 ans, quelque chose que même Marie ne connaissait pas entièrement. Quand Henri mourut, il laissa quelques économies et un petit héritage de sa famille en Provence. De plus,
J'avais vendu les bijoux de ma mère et économisé chaque centime de ma retraite. Tout cela dans un but précis. Je m'assis à la table de la cuisine, la même où j'avais signé les papiers des années auparavant, et pris le dossier, rangé dans le placard de la chambre. Là se trouvaient tous les documents, les virements bancaires, les reçus, les signatures. Marie et Julien croyaient que la maison où ils vivaient avait été financée par la banque, qu'ils payaient les mensualités. La vérité était autre. J'avais tout payé comptant, utilisant toutes les ressources que je possédais. Je l'avais fait par amour pour ma fille, pour m'assurer qu'elle ait son propre foyer, de la stabilité, de la sécurité. Je n'avais jamais demandé de reconnaissance, jamais je ne m'étais vantée. Le mardi matin, j'appelais Marie. « J'ai besoin de vous parler à tous les deux, cet après-midi, à 3h. » Ma voix était ferme, plus ferme que je ne me sentais à l'intérieur. « Maman, tu vas bien? Ta voix... »« Je vais bien, ma chérie. Venez juste, tous les deux. » Je passais la matinée à ranger le salon, non pour impressionner, mais pour me sentir maîtresse de la situation. Je préparais du café et mis quelques biscuits sur un plat, plus par habitude que par hospitalité. Quand ils arrivèrent, Julien était visiblement mal à l'aise. Il évitait mon regard, les mains agitées, jouant avec son alliance. Marie s'assit à mes côtés sur le canapé, mais garda ses distances. « Merci de nous recevoir, Claire, » dit Julien, la voix basse. « Je sais que je ne mérite pas... » « Non, » l'interrompis-je. « D'abord, je parle. Ensuite, si tu veux, tu pourras dire ce que tu as à dire. » Le silence qui suivit fut lourd, seulement brisé par le bruit lointain de la circulation dans la rue et le tic-tac de l'horloge du salon. L'heure de la vérité était arrivée. J'ouvris le dossier sur la table basse et en sortis les documents, un par un. « Marie, tu te souviens quand vous avez acheté la maison ?» Ma fille acquiesça, confuse. « Bien sûr, maman. C'était en 2019. Pourquoi ? Et tu te souviens de ce que j'ai dit quand vous avez appris que le financement avait été approuvé si rapidement ?» Julien fronça les sourcils, me regardant enfin dans les yeux. « Vous avez dit que parfois la bureaucratie française fonctionnait, » répondit Marie. « J'ai menti. » Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais voulu. Il n'y a pas eu de financement, pas d'approbation de crédit, il n'y a pas de mensualité. Je montrai les documents, preuves de virement, reçus de paiement, acte de propriété de la maison. J'ai payé votre maison, intégralement, avec l'argent qu'Henri a laissé, avec la vente des bijoux de ma mère, avec tout ce que j'ai pu économiser de ma retraite. Le visage de Julien perdit progressivement ses couleurs, comme si le sang en était drainé. Marie couvrit sa bouche de ses mains, les yeux écarquillés de choc. « Vous avez cru à l'histoire que j'ai inventée sur la banque, parce que c'était plus confortable ainsi, » continuai-je, ma voix gagnant en force. « Mais la vérité est que j'ai tout sacrifié pour m'assurer que ma fille ait un toit au-dessus de sa tête. J'ai vendu l'alliance de fiançailles de ma mère, les bracelets que j'ai reçus à mon mariage. J'ai économisé même sur le chauffage pendant les hivers les plus rigoureux. » Julien était pâle, les mains tremblantes visiblement. « Claire, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas ?» l'interrompis-je. « Tu ne savais pas que cette femme intrusive que tu as agressée la veille de Noël est celle qui a rendu possible chaque nuit de sommeil tranquille que vous avez eu ces 5 dernières années ?» Les larmes commencèrent à couler sur son visage, épaisses et silencieuses. Marie pleurait aussi, mais ses larmes étaient celles d'une douloureuse compréhension. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» demanda-t-elle. « Parce que le véritable amour ne demande pas de reconnaissance, ma chérie. Il agit simplement. » Julien s'effondra, le visage entre les mains, sanglotant comme un enfant. Les pleurs de Julien résonnaient dans le salon, un son que je n'aurais jamais imaginé entendre. Ses larges épaules tremblaient, alors qu'il tentait de former des mots entre ses sanglots. « Claire, mon
mon Dieu! Qu'ai-je fait? Il releva le visage, les yeux rouges et gonflés, me regardant avec un mélange d'horreur et de honte qui me fit ressentir une pointe de compassion involontaire. J'ai frappé la femme qui nous a tout donné. Marie était silencieuse à mes côtés, me tenant la main fermement, comme si elle voulait m'ancrer là, dans le présent, loin de la douleur de ce Noël. « Maman, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi as-tu porté ce fardeau seule ?» demanda-t-elle, la voix nouée. Je regardais les documents éparpillés sur la table, preuve d'une générosité que j'avais gardée secrète si longtemps. Parce que vous méritiez de croire que vous aviez conquis cette maison par vos propres efforts. Je ne voulais pas que vous vous sentiez redevable envers moi. Julien continuait de pleurer, et pour la première fois depuis l'incident, je sentis que peut-être il y avait de l'espoir. « J'ai passé ces jours à me détester », dit Julien, essuyant son visage du revers de la main. « Mais maintenant je me déteste encore plus. Comment ai-je pu être si aveugle, si ingrat ?» Il se leva brusquement et commença à marcher dans le salon, passant ses mains dans ses cheveux, dans une expression de désespoir total. « Vous avez dû penser que j'étais un monstre, un homme violent qui agresse des personnes âgées. »« Tu n'es pas un monstre, Julien, » dis-je, me surprenant moi-même. « Tu es un homme orgueilleux qui a commis une terrible erreur. Il y a une différence. » Marie me regarda avec admiration, et je réalisais que je commençais à me sentir plus légère, comme si révéler ce secret m'avait enlevé un poids énorme des épaules. « Mais comment pouvez-vous me pardonner après ce que j'ai fait ?» demanda-t-il, s'arrêtant devant moi. « Je n'ai pas dit que je pardonnais, » répondis-je fermement. « J'ai seulement dit que tu n'étais pas un monstre. Le pardon, cela prendra du temps. » Les semaines suivantes, quelque chose changea dans notre dynamique. Julien commença à apparaître à mon appartement sans prévenir, toujours avec quelque chose à la main. Des fleurs du marché de la Croix-Rousse, des pains spéciaux de la boulangerie artisanale du quartier, ou simplement en offrant son aide pour de petites réparations. La première fois, j'hésitais à ouvrir la porte. « Je sais que je ne mérite pas votre attention, Claire, » dit-il à travers l'interphone. « Mais il y a une fuite dans votre salle de bain que je pourrais réparer. » C'était vrai, il y avait une petite infiltration que j'ignorais depuis des mois. Quand j'ouvris la porte, il était là avec une boîte à outils et une expression humble que je n'avais jamais vue auparavant. Nous travaillâmes en silence pendant 1 heure, lui réparant la fuite pendant que je préparais du thé. Nous ne parlâmes pas de Noël, nous ne parlâmes pas de pardon. Nous coexistâmes simplement dans cet espace, essayant de reconstruire quelque chose qui avait été brisé. Quand il eut fini, il rangea ses outils et dit « Merci de m'avoir laissé vous aider. » La neige commença à fondre en janvier, créant de petits ruisseaux dans les caniveaux des rues de Lyon. J'observais de la fenêtre de la cuisine les gens marcher sur les trottoirs mouillés, portant des parapluies colorés. Marie venait me rendre visite plus fréquemment, parfois seule, parfois avec Julien. Notre relation était en train de changer, évoluant vers quelque chose que je ne pouvais pas définir complètement. Ce n'était plus la même confiance qu'avant. Celle-ci avait été brisée à jamais cette veille de Noël. Mais c'était quelque chose de nouveau, peut-être plus honnête. « Vous savez qu'il n'arrive plus à dormir correctement ?» me raconta Marie un après-midi, alors que nous buvions du thé et regardions la pluie tomber contre les fenêtres. Il fait des cauchemars à propos de cette nuit-là. Il se réveille en criant votre nom. Je ne répondis pas immédiatement. Une partie de moi ressentait une sombre satisfaction à savoir qu'il souffrait. Une autre partie, la plus grande, se sentait triste pour nous tous. Le remords est un professeur cruel, dis-je finalement. En février, lorsque les premières pousses commencèrent à apparaître sur les arbres de la cour, Julien me fit une proposition inattendue. « Claire, j'aimerais vous rendre l'argent de la maison, » dit-il lors d'une de ses visites, posant une enveloppe sur la table de la cuisine.
J'ai obtenu un prêt à la banque. Ce n'est pas encore la totalité, mais c'est un début. Je regardai l'enveloppe sans la toucher. « Et pourquoi feriez-vous cela ?» demandai-je. « Parce que je ne peux pas vivre en sachant que je dors dans une maison qui a été payée par la femme que j'ai agressée. Parce que je dois trouver un moyen de me racheter. » Sa voix était ferme, mais je pouvais voir la vulnérabilité dans ses yeux. « Julien, la maison est à vous. Je l'ai donnée parce que je voulais la donner, pas comme un prêt. Je sais, mais je dois le faire pour moi, pour nous. » Je pris l'enveloppe et la lui rendis. « Gardez cet argent. Quand je déciderai que vous méritez mon pardon, je dirai ce que je veux en retour. » Il acquiesça, rangeant l'enveloppe dans sa poche. C'était un petit pas, mais c'était un pas. Le printemps arriva timidement à Lyon, apportant avec lui un renouveau que je ne m'attendais pas à ressentir. L'appartement semblait plus clair, plus aéré. Les fleurs que Julien avait plantées dans mon petit jardin sur le balcon commencèrent à éclore, créant des taches de couleur contre le gris des immeubles voisins. Notre relation avait trouvé un nouvel équilibre, non plus l'affection forcée d'avant, mais un respect mutuel, construit sur des vérités douloureuses et des silences partagés. Marie semblait plus détendue aussi, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Vous êtes différents », commenta-t-elle un dimanche après-midi, alors que nous déjeunions ensemble sur le balcon. « Plus honnêtes l'un envers l'autre. » C'était vrai. Julien ne faisait plus semblant d'être le gendre parfait, et je ne faisais plus semblant d'être la belle-mère compréhensive. Nous étions juste deux personnes qui s'étaient profondément blessées et qui essayaient de trouver un moyen d'avancer. Le pardon n'était pas encore arrivé, mais quelque chose ressemblant à la paix commençait à s'installer entre nous, grandissant lentement comme les fleurs du printemps. En avril, quand les cerisiers du quartier explosèrent en fleurs roses, je reçus un appel inattendu de Julien. « Claire, pourriez-vous venir chez nous ? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Sa voix semblait différente, plus mature d'une certaine manière. J'hésitai un instant. Je n'avais pas mis les pieds dans la maison que j'avais payée depuis l'incident. « S'il vous plaît, » insista-t-il, « c'est important. » Quand j'arrivais, je trouvais la maison transformée. Les murs du salon étaient recouverts de photographies agrandies, des images de moi avec Marie quand elle était enfant, des photos de mon mariage avec Henri, des portraits de notre famille que je ne savais même pas qu'il possédait. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, touchant une photo où je tenais Marie bébé. « C'est une excuse !» dit-il, la voix nouée. « Et une reconnaissance. Vous n'êtes pas seulement la belle-mère qui nous a donné une maison. Vous êtes la matriarche de cette famille, la femme qui a construit tout ce que nous sommes aujourd'hui. » Je regardais autour de moi, voyant toute ma vie reflétée sur ces murs, et je sentis quelque chose bouger en moi, pas encore le pardon, mais le début de quelque chose ressemblant à de la compréhension. Marie était dans la cuisine quand j'entrai, préparant un thé que je reconnus à l'arôme. C'était un mélange spécial que je lui faisais quand elle était malade enfant. « Tu lui as appris ça ?» demandai-je, désignant les tasses fumantes. « Non, maman. Il m'a demandé la recette la semaine dernière. Il a dit qu'il voulait apprendre à faire les choses comme tu les aimes. » Julien entra à ce moment-là, portant un plateau avec des biscuits faits maison, qui semblaient étrangement familiers. « Tu as fait les biscuits au gingembre de ma mère ?» demandai-je, incrédule. Il acquiesça, rougissant légèrement. « J'ai demandé la recette à Madame Rousseau. Elle a dit que votre mère les faisait pour tout l'immeuble à Noël. » Un instant, je fus sans voix. C'était un petit geste, mais chargé de sens. Il essayait d'apprendre non seulement mes préférences, mais mon histoire, mes racines. « Ils ne sont pas parfaits, » dit-il, hésitant. « Mais j'ai pensé que... » « Ils sont parfaits, » l'interrompis-je, en goûtant un et en retrouvant la saveur de mon enfance.
Ils sont exactement comme ma mère les faisait. Pendant le thé, Julien fit quelque chose qui me surprit encore plus. Il commença à parler de sa propre famille, de choses qu'il n'avait jamais partagées avec nous. « Mon père était aussi violent », dit-il, regardant ses propres mains. « Pas physiquement, mais avec des mots. Il détruisait les gens avec ce qu'il disait, surtout ma mère. J'ai juré de ne jamais être comme lui. Mais cette nuit de Noël… » Sa voix se brisa. « Cette nuit-là, je suis devenue exactement ce que j'ai toujours détesté. » Marie lui tint la main et je vis des larmes dans ses yeux. « Pourquoi ne l'as-tu jamais raconté avant ?» demandai-je. « Parce que j'avais honte, parce que je pensais que si je n'en parlais pas, cela signifierait que ce n'était pas vrai. » Il me regarda droit dans les yeux. « Mais la vérité était que je porte cette colère en moi depuis des années, et vous ne méritiez pas d'en être la cible. Personne ne le mérite. » C'était la première fois qu'il assumait l'entière responsabilité de ce qu'il avait fait, sans excuse ni justification. Je sentis quelque chose s'adoucir en moi, comme de la glace fondant lentement sous le soleil printanier. Fin mai, alors que les après-midi s'étiraient jusqu'à 21h et que les rues de Lyon s'animaient avec les cafés en terrasse, Julien me fit une proposition. « J'aimerais dîner avec Marie et moi demain, chez nous. » Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une humilité qui n'existait pas auparavant. « Et avant que vous ne demandiez, ce n'est pas pour me racheter ou pour prouver quelque chose. C'est parce que la famille me manque, même si elle est différente maintenant. » J'acceptais, plus par curiosité que par envie. Quand j'arrivais, la table était mise avec simplicité, sans ostentation, sans tentative d'impressionner. La nourriture était simple aussi. Un pot-au-feu traditionnel que je reconnus comme étant une recette de ma belle-mère. « Où as-tu eu cette recette ?» demandai-je. « Avec Marie, » répondit-il. « Elle a dit que vous le faisiez pour Henri quand il était malade. » Pendant le dîner, nous ne parlâmes pas du passé. Nous parlâmes de livres, du jardin qu'il prévoyait pour l'été, des projets de Marie pour son travail. Ce fut une soirée ordinaire, presque banale, mais chargée d'une signification que nous ressentions tous. Quand juin arriva avec ses jours longs et dorés, je réalisais que quelque chose de fondamental avait changé en moi. La colère que je portais depuis Noël n'avait pas complètement disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus complexe. Un mélange de déception, de tristesse et, étonnamment, d'espoir. Julien poursuivait ses visites régulières, mais elles avaient maintenant un rythme naturel, non forcé. Il réparait les choses quand c'était nécessaire, m'aidait avec les courses les plus lourdes, et parfois, il s'asseyait simplement avec moi sur le balcon, observant le mouvement de la rue dans un silence confortable. « Tu sais que tu n'as pas besoin de faire tout ça, » lui dis-je un après-midi, alors qu'il taillait les plantes du balcon. « Je sais, » répondit-il, sans arrêter son travail. « Mais je veux le faire. Pour la première fois de ma vie, je comprends la différence entre obligation et choix. » Je le regardais, ne voyant plus l'homme arrogant qui m'avait agressé, ni l'homme brisé qui avait pleuré dans mon salon, mais quelqu'un qui essayait sincèrement de devenir une meilleure personne. « Julien », dis-je, et il s'arrêta, me regardant. « Merci. » Le mot « merci » plana dans l'air entre nous comme un pont fragile, mais réel. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une reconnaissance. Reconnaissance qu'il essayait, que le changement était possible et que peut-être notre famille pouvait être reconstruite sur des bases plus solides qu'auparavant. « Pourquoi ?» demanda-t-il, posant son sécateur. « Parce que tu m'as montré qu'il est possible d'être meilleur que nos pires moments, » répondis-je. « Et parce que tu m'as rappelé que l'amour véritable signifie parfois fixer des limites, dire la vérité, même quand cela fait mal. » Marie apparut à l'entrée du balcon à ce moment-là, apportant de la limonade fraîche, et nous trouva souriants. Non pas le sourire forcé de courtoisie, mais quelque chose de genuin,
et de nouveau. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, prudente. « Nous apprenons à aller bien, » répondis-je, et Julien acquiesça. C'était une réponse honnête à une situation complexe. Nous n'étions plus la même famille qu'avant Noël, et nous ne le serions jamais. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous être quelque chose de mieux. Une famille construite sur la vérité, le respect et la compréhension que l'amour véritable exige parfois que nous affrontions nos propres ombres.